Moi, ça fait plaisir que tu sois là, Elsa, parce que tu viens d'être nommée directrice générale Europe du Sud de Criteo. C'est très récent, c'est ta première apparition dans ce poste tout court et devant un public français. On peut l'applaudir, oui, il y en a un applaudissement, bravo, bravo, ça se... Merci beaucoup. Alors, on avait interviewé avant toi des personnes très illustres, Grégory et puis Cédric. Et c'était souvent aussi les premières fois, et nous on adore, c'est les premières fois, donc merci. C'est vraiment un plaisir. Bon, alors toi, tu parles super bien français. En fait, beaucoup mieux que moi l'espagnol, j'ai fait semblant, mais je parle avec plein de fautes. Ton parcours en 2 mots. Alors, je suis arrivée chez Criteo il y a déjà 7 ans. Donc, comme vous savez, Criteo, c'est une entreprise qui a grandi énormément dans les dernières années. Donc, j'étais l'employé 120, maintenant on est 2700 personnes. Donc, j'ai vécu vraiment la croissance de Criteo depuis la petite start-up à une entreprise qui commence à cotiser au Nasdaq et qui ouvre des bureaux partout dans le monde. Donc, c'est vraiment excitant de voir cette croissance et surtout aussi la multiplication des différents produits, du reciblage traditionnel de Criteo à une offre multiproduit comme on est actuellement. D'accord, tu as bossé aussi dans d'autres boîtes, je crois, dans l'e-commerce notamment. Oui, exactement. J'ai commencé mon parcours en France chez Vente Privée, où j'ai passé presque 4 ans, et après chez Pixmania pendant 2 ans. Et ensuite, je suis partie côté AdTech chez Criteo. Donc ni la France ni Criteo ne sont surprises pour toi, on peut le dire. Alors, tu as aussi participé, alors je me répète, à la Nuit des Rois, et j'attends ton shoot. Hein. Je veux te voir en Rennes, comme tu sais. Alors, tu arrives à un moment aussi où Criteo change un peu de positionnement. Exactement. Mais alors, Criteo est très connu pour le retargeting. Moi, je me souviens d'une question un peu provocatrice que j'avais posée à l'époque. Alors, qu'est-ce qui change aujourd'hui vraiment, mais vraiment, pour Criteo? Sans être commercial. Qu'est-ce qui change dans la vision et dans ce que vous apportez aux clients? Donc vraiment, on est passé de cette idée de reciblage à vraiment voir qu'actuellement, pour les retailers, pour les marques, la situation actuelle est une situation où il y a une certaine tourmente par rapport à ces grands oligopoles qui existent et qui ont une puissance assez importante actuellement dans le marché. Quand on voit par exemple l'année dernière aux États-Unis un Amazon qui a récupéré à lui seul 53% de la croissance de l'e-commerce sur un pays où on voit qu'il occupait presque 38,5% de la part de marché à un seul acteur, que cette année on va passer à du 43%, bah ça fait que les retailers, les marques doivent se positionner dans cet écosystème. Et Criteo considère que la façon de pouvoir faire face à cette situation particulière dans laquelle on est, c'est vraiment le fait de pouvoir travailler sur la data. La data est vraiment l'élément clé qui va nous permettre de pouvoir proposer aux consommateurs les produits dont ils ont besoin, qu'ils désirent. Et c'est avec ce levier qu'on va pouvoir travailler. Donc le nouveau positionnement de Criteo, c'est vraiment le commerce marketing écosystème, et c'est justement parler de data et de pool de data ouvert que tout le monde peut participer pour pouvoir s'en bénéficier. Alors, est-ce que le retargeting continue, le retargeting, mais vous en sortez un peu? Il y a des choses, Customer Acquisition, Audience Match, sans rentrer dans le jargon, dans la technique. Qu'est-ce que ça change concrètement? L'idée est de sortir de cette partie de lower funnel et d'augmenter vraiment dans le funnel. C'est un vieux projet de Criteo, je m'en souviens, qui maintenant devient actif. Totalement, c'est quelque chose d'historique sur lequel on a travaillé pendant très longtemps. Et là, maintenant, c'est une réalité. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est totalement live. La partie de Customer Acquisition, comme tu disais, sans rentrer dans le jargon, c'est vraiment la possibilité de monter et de faire venir des nouveaux clients qui n'ont pas acheté de façon préalable sur le site web des e-commerçants, des commerçants et des marques. Donc on passe vraiment à de la pure acquisition. Donc c'est quelque chose qu'on a lancé il y a déjà 4-5 mois en Angleterre, aux États-Unis, et on voit par exemple des marques comme New Look qui avaient un vrai objectif de pure acquisition, où on a réussi grâce à Customer Acquisition de générer 4 fois plus de ventes, d'aller chercher 62% plus de nouveaux clients et de descendre des coûts de nouveaux acheteurs de presque 74%. Donc on est vraiment dans une analyse du comportement des utilisateurs, de quels sont les produits qui les intéressent, et grâce à ça, aller chercher des nouveaux consommateurs. C'est un vrai shift pour vous? C'est un nouveau relais de croissance. Moi, les gens qui viennent souvent ici savent à quel point on admire votre croissance qui n'arrête pas de trimestre en trimestre. Bravo pour ça. On espère que ça va continuer. Évidemment. Toi, quelle est ta vision du commerce français? Tu as une vue globale, tu connais bien l'Espagne, tu connais l'Europe, mais spécialement en France, c'est bien d'avoir ton point de vue, justement, peut-être neuf.
Par rapport à Amazon, par rapport à d'autres acteurs majeurs, comment se porte le commerce français? Donc pour moi, vraiment, la vision actuellement de l'e-commerce français est une vision peut-être encore un peu extérieure, évidemment, parce que j'ai le prisme espagnol, italien, portugais, et là j'arrive en France et je me rends compte qu'il y a vraiment une énorme diversité de retailers si on compare par exemple à la réalité qu'il y a dans des pays qui ont souffert des grandes crises, comme par exemple l'Espagne ou l'Italie, où il y a eu une concentration assez importante qui a eu lieu dans les années précédentes, et ça c'est une situation qui en France, cette concentration est moins présente, donc c'est peut-être quelque chose qui va arriver. Et ce qui est clair, c'est que des grands acteurs, on parlait d'Amazon aux États-Unis, mais la réalité est pareille en France, en Europe, où il faut vraiment se positionner vis-à-vis de ces acteurs et trouver la place et jouer avec quelle est la réalité. Donc je vois vraiment une réalité française assez dynamique, avec ces enjeux aussi de data, de positionnement et de comment pouvoir atteindre les consommateurs qui, à la fin, vivent entre beaucoup de marques et beaucoup d'e-commerçants. Alors, tu parlais de data, tu parlais, on peut aussi penser aux alliances data face à Amazon, face aux GAFA. Vous, en la matière, en termes de pool data, qu'est-ce que vous pouvez proposer? C'est quoi votre philosophie? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce que vous activez des choses? Je pense que si un commerçant, une marque, pense à sa propre data, évidemment, il a beaucoup de data. Mais sa data, à la fin, elle reste limitée à la navigation qu'a eu un utilisateur sur ce site web. Donc, dès qu'il sort, on peut se faire partenaire avec des entreprises, essayer de trouver de la data extérieure et l'agréger. Tout ça a un coût, tout ça a des challenges d'intégration technique, d'analyse postérieure de la data. Donc, ça, c'est une réalité. Nous, on propose d'utiliser Criteo Shopper Graph, qui est vraiment le fait que chaque partenaire. Donc Criteo, il faut penser qu'on est 17 000 clients travaillent avec Criteo, 18 000 publishers. On a une capacité de voir 1,2 milliard d'utilisateurs, de consommateurs. Cette donnée que nous on appelle BIFA, c'est-à-dire à la fois annonceur, éditeur, être capable de greffer les deux, de toucher les deux, d'être plugué sur les deux, c'est quelque chose de très précieux sur le marché. Nous on se rend compte dans nos analyses et assez rare. C'est l'une de vos forces importantes face aux GAFA en particulier. Complètement. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut redonner et que l'on veut partager avec... Comment concrètement? Sur quelles données? Pourquoi faire? Criteo Shopper Graph, l'idée est chaque commerçant peut participer à la hauteur de sa data pour ensuite bénéficier de l'intégralité. Donc ça veut dire savoir comment un consommateur, comment un utilisateur se comporte, quelle a été sa capacité de navigation entre différents terminaux. Les utilisateurs ont plusieurs terminaux. Faire cette omnicanalité qui est un challenge, tout le monde en parle, mais la réalité de bien pouvoir le faire et de savoir quand est-ce qu'il y a eu l'achat, dans quel terminal, quand est-ce qu'on a vu l'impression. Tout ça, c'est quelque chose que nous, on peut redonner à chacune des marques pour qu'ils intègrent dans leur propre système d'attribution, d'analyse, pour ensuite donner de la valeur à leur achat de campagne, à leur analyse, et pouvoir vraiment la réutiliser, eux, en interne. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est au niveau de l'insight seulement, ou est-ce que vous allez déjà au niveau de l'activation? C'est des deux façons. La première chose, évidemment, c'est l'insight, parce que c'est ce qu'ils vont pouvoir, tout le monde va pouvoir récupérer et utiliser. Et après, nous, ce qu'on va utiliser avec Criteo Shopper Graph, c'est vraiment la globalité des campagnes au sein de Criteo. Ok. Alors, l'omnicanalité, c'est aussi un axe majeur chez vous, l'utilisateur omnicanal. On a sorti aujourd'hui des chiffres sur le cross-device, et on voit la valeur ajoutée que ça a d'avoir une approche cross-device vraiment. C'est quoi ta vision là-dessus, en quelques mots, parce qu'on arrive vers la fin? C'est le challenge du futur. Si on veut vraiment avoir une position claire pour les acteurs qui sont click and mortar, il faut vraiment être capable de faire parler ces deux mondes. Et pour faire parler ces deux mondes, on a parlé avant d'Amazon avec Whole Foods. En France, on a la Redoute, Galeries Lafayette. Donc c'est vraiment une tendance où il faut réussir à faire que ces deux mondes collaborent. Et ça va être à travers la data. Encore une fois, c'est des campagnes de CRM. On va réussir à faire du web to store. Si la stratégie est le store to web aussi, et c'est vraiment pouvoir manier avec la précision la plus importante ces deux mondes qui va être clé. Là, on vient de lancer nos premières campagnes aussi d'omnicanalité où on joue avec des bases de données que l'on va utiliser pour impacter ensuite l'utilisateur online et vice-versa avec des tests de géolocalisation. Donc, c'est la clé, pouvoir vraiment jouer avec ces deux mondes pour
avoir un futur. J'ai une dernière brillant. question, on est obligé de la poser, c'est la question de la transparence. On sait qu'il y a un contexte réglementaire particulier, je pense à RGPD et Privacy. Peut-être un mot ou deux sur ça, parce qu'un acteur comme vous doit se positionner là-dessus. Qu'est-ce que tu as à dire ? C'est plus qu'on doit se positionner dessus, c'est que c'est la clé de notre business model et de Criteo, être vraiment sur la pointe de tous les thèmes de privacy et de GDPR. Donc nous, par défaut, l'équipe de privacy n'est pas inclue dans l'équipe légale, elle est inclue dans l'équipe produit. Tous nos produits sont privacy par design. Ça veut dire que dès le moment où il y a une conception de produit, on parlait de customer acquisition et du fait qu'on va vraiment utiliser des pools de data, Criteo Shopper Graph, c'est des pools de data. Tout ça est fait en pensant quelle est la réglementation la plus stricte qui va être utilisée, parce qu'à la fin, nos produits sont disponibles en Europe, mais aussi en Amérique, en APAC, et la réglementation la plus stricte, c'est celle qu'on utilise de toute façon par défaut, et on est partenaire dans les réflexions de GDPR, de e-privacy, dès le début, pour justement pouvoir tout intégrer dans la production de nos produits. Moi, je pense que Criteo France, Italie et Espagne va bien se porter parce que je sens que tu as une énergie incroyable. Elsa, merci de ton intervention. Muchas gracias, Andrés. Merci beaucoup à tous.